que la France doit-elle craindre une crise bancaire, si certains d'entre vous étaient là lundi matin à Bercy, c'est la suite directe du débat qu'on a eu lundi avec la Banque de France, avec Isabelle Coupé sur est-ce que les régulations bancaires et financières internationales sont aujourd'hui à la hauteur, est-ce qu'elles nous permettent ou pas de bien maîtriser les risques dans le système bancaire et financier. Là, on va se recentrer sur les aspects français et européens avec deux spécialistes. Donc, comme d'habitude, vous savez, c'est le principe des printemps de l'économie. On a un étudiant qui va présenter le débat, donc je lui cède la parole. Merci et bonjour à tous. Et bienvenue à cette conférence, cette session 26 du printemps de l'économie sur le sujet suivant. La France doit-elle craindre une crise bancaire ? Alors, 10 ans après le début de la crise financière, presque 10 ans, les banques françaises sont-elles aujourd'hui solides ? Retour en 2008, on se souvient que le gouvernement français avait dû renflouer plusieurs banques too big to fail, comme on dit, menacer des banques françaises qui étaient menacées par la vague qui nous venait des États-Unis. Alors après les accords de Bâle III, la réglementation européenne est devenue beaucoup plus sévère avec les banques, qui sont beaucoup plus surveillées que par le passé, que ce n'était le cas avant 2008. Elles sont désormais tenues par le principe du bail-in et elles sont assurées, entre guillemets, par un fonds de secours européen. Alors est-ce que toutes ces mesures qui ont été prises à la suite de la crise de 2008 sont suffisantes pour garantir une certaine solidité à l'heure où, par exemple, le nouveau président des États-Unis souhaite à nouveau déréguler la finance mondiale? Est-ce que toutes ces mesures sont suffisantes? Pour répondre à ces questions, nous avons avec nous Jean-Pierre Levade. Jean-Pierre Levade, bonjour. Bonjour. À 78 ans, vous dites vous-même que vous avez... 77, excusez-moi, j'ai quelques mois d'avance. Vous dites vous-même que vous avez exercé tous les métiers de la finance. Alors vous êtes surtout connu du grand public pour avoir été pendant 10 ans le numéro 1 du Crédit Lyonnais. Vous êtes ensuite passé par Leonardo & Co, devenu depuis Natixis Partners. Et vous êtes aujourd'hui associé gérant de la filiale française de la banque d'investissement belge à Forge de Gros Finance. Vous êtes donc un protagoniste du monde de la finance depuis pas mal d'années maintenant. Et vous êtes de ce fait un spectateur privilégié des évolutions de la finance et aussi des évolutions de la régulation, et vous allez pouvoir nous éclairer sur tous ces sujets. Laurence Cielhomme, bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris-Ouest Nanterre, et les articles que vous publiez portent principalement sur toutes les politiques de stabilisation du système bancaire et financier. Alors, les étudiants en économie vous connaissent plutôt bien pour le repère la découverte dont vous avez été l'auteur sur l'économie bancaire. Mais vous êtes également membre du conseil scientifique de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, qui est une branche de la Banque de France et qui est un peu le pendant de l'autorité des marchés financiers pour la stabilité des acteurs financiers en France. Cette conférence sera animée par Christian Chavagneux. Christian Chavagneux, vous pouvez le retrouver tous les samedis matins dans On n'arrête pas l'écho sur France Inter. Et vous êtes Christian Chavagneux, docteur en sciences économiques et surtout éditorialiste du périodique Alternatives économiques. Je vous laisse la parole pour cette table ronde. Bonne conférence à tous. Merci. On va commencer par Laurence Cielhomme. Laurence, c'est pour toi. Il marche le métro? Oui, il marche, d'accord, ok. Donc tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici, notamment et puis pour parler de la question de savoir si la France doit craindre une crise bancaire. Alors c'est une question qui peut être un peu prise de manière ambiguë, c'est-à-dire on peut se poser la question, est-ce que demain il va y avoir une crise bancaire en France, donc on le prend au premier degré, ou alors est-ce que s'il y a une crise bancaire, on doit la craindre? C'est-à-dire, est-ce qu'on est armé pour réduire les effets potentiels d'une crise bancaire? Donc moi, je vais le prendre dans un sens large. Et à la fois, à la fin de mon intervention, j'essaierai de dire pourquoi est-ce qu'il y a un risque de crise bancaire effective. Et au préalable, j'essaierai d'expliquer pourquoi, quand même, on a éloigné les risques de crise bancaire. Donc en fait, l'idée, c'est de faire un peu la balance entre les raisons d'être optimiste et de rejeter l'idée qu'on est sous la menace d'une crise bancaire, et puis ensuite avancer quand même quelques motifs d'inquiétude et d'inquiétude sérieux. Oui, les motifs sont sérieux. Donc d'abord, les motifs d'optimisme, ils tiennent essentiellement au fait qu'on a quand même progressé, quoi qu'on en dise, en matière de prévention et de gestion des crises bancaires
depuis la crise de 2007, et ce faisant, on est mieux armé quand même pour prévenir les crises et quand elles se produisent, pour les gérer et en réduire les effets sur l'économie réelle. Alors, listons un peu quelques éléments en matière d'optimisme, donc qui semblent nous dire que finalement on est quand même mieux armé aujourd'hui. Alors tout d'abord, c'est tout ce qui relève de Bâle III, des accords de Bâle. Dans la foulée de la crise de 2007-2008, on a été dans un moment, si vous voulez, où les réglementations bancaires se sont durcies et les banques aujourd'hui, indiscutablement, sont quand même mieux capitalisées qu'elles ne l'étaient. Soit dit en passant, on part quand même de très très loin. Et pour reprendre à mon compte ce que j'ai entendu lors d'un conseil scientifique de la CPR, devant un banquier qui disait « ouais, mais quand même, le ratio de capital nous bride trop, on a trop de capital, et effectivement, le capital a triplé, effectivement. Aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près 3 fois plus de capital dans les banques qu'il y en avait au déclenchement de la crise. Je parle de vrai capital. Et là, la réponse cinglante, ça a été de dire, oui, certes, ça a triplé, mais 3 fois pas grand-chose, ça fait toujours pas grand-chose. Alors, c'est un peu exagéré, mais il est vrai que, à mon sens, les banques ne sont pas encore suffisamment bien capitalisées. Donc, le ratio de capital s'est amélioré. Le ratio de capital, c'est le capital au numérateur, et au dénominateur, c'est l'actif pondéré par les risques. Donc, d'abord, le capital est de meilleure qualité. Alors, avant la crise... les lobbies bancaires avaient réussi à imposer tout un tas de trucs qui n'étaient pas du capital et qu'on considérait comme du capital, notamment des titres de dette subordonnés. Ça, on l'a supprimé et maintenant, on est vraiment centré sur les actions ordinaires, sachant que les actions ordinaires, c'est vraiment le seul poste du bilan qui est un vrai absorbeur de pertes, qu'on n'a pas... Donc voilà. Donc le capital est de meilleure qualité. On a élevé le niveau du ratio lui-même et on agit sur le dénominateur, notamment les pondérations sont quand même un peu plus mordantes, notamment pour tout ce qui est les activités de marché, disons le trading book. Et ça, dès 2009, on a accru un peu les pondérations, même si tout un tas d'activités ne sont pas encore assez pondérées en capital. Mais il y a eu des améliorations. Alors, les pondérations, c'est-à-dire qu'en fait, dans un ratio de capital, je vous ai dit, le dénominateur, c'est l'actif pondéré par les risques, c'est-à-dire qu'on ne prend pas tout l'actif de la banque, mais chaque actif, on lui associe une pondération qui reflète le risque que l'on pense qu'il porte. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une pondération, par exemple, les titres de la dette publique ne sont pas pondérés. Ça veut dire que quand vous avez le titre de la dette publique à l'actif, vous n'avez pas à mettre de capital devant. En revanche, les crédits bancaires, par exemple, ont des pondérations très fortes, ça veut dire qu'il faut mettre pas mal de capital devant. Donc voilà, donc selon l'appréciation des risques que l'on a, sachant que les banques, quand elles sont grosses, calculent elles-mêmes ces pondérations, donc ont des notations internes. Ces notations internes sont liées en fait à la réalisation des risques dans le passé, c'est-à-dire à la mesure historique des risques. Or là, il y a un vrai problème, c'est que c'est procyclique, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que quand vous avez eu des longues périodes où ça a été bien, les mesures statistiques du risque, elles baissent. Et donc, vous avez l'impression que la banque est bien capitalisée, d'abord parce que le capital n'a pas servi à manger des pertes, puis en plus de ça, parce que les pondérations elles-mêmes sont telles que l'actif pondéré par les risques, les risques sont peu pondérés, disons. Et puis, si vous avez un accident, c'est-à-dire une crise financière, subitement, vous avez un effet de ciseau, le capital décroît puisqu'il absorbe une partie des pertes, et puis en même temps, l'actif pondéré par les risques augmente parce que les pondérations de risque augmentent. Et donc là, les banques arrivent sous-capitalisées, il faut qu'elles se recapitalisent. Comment elles font? Elles rationnent les crédits, notamment, elles réduisent la voilure et éventuellement, elles font appel à l'épargne du public. Donc tout ça est très récessif. Donc pour vous dire que les réglementations sont procycliques, et justement, on a introduit de la contracyclicité dans les réglementations bancaires. Et ça aussi, c'est un avantage. Donc c'est quoi? On a ajouté un volant contracyclique et un volant de conservation. Je vous passe les détails. Si vous voulez, on en reparlera au moment des questions. Autre élément très important, on a introduit un ratio de levier simple. C'est-à-dire qu'on a aussi introduit un ratio de capital non pondéré par les risques. C'est-à-dire vous rapportez le capital à l'ensemble des actifs plus des éléments hors bilan. Donc c'est assez frustre, mais c'est très bien parce qu'en fait, c'est simple à vérifier, c'est pas manipulable, contrairement à l'actif pondéré par les risques.
Et surtout, les études empiriques montrent depuis très longtemps, hein, moi je me souviens d'une étude d'Estrella, ça devait être de 2001, sur données bancaires américaines, montre que le ratio de levier simple, c'est-à-dire ce ratio très simple, c'est le meilleur prédicteur de crise bancaire, bien meilleur que le ratio du capital pondéré par les risques. Donc, c'est un plus. Le bémol que je mettrais, c'est que je pense qu'il n'est pas assez mordant, ce ratio de levier. On a introduit des surcharges en capital pour les banques systémiques. Donc en France, on a 4 banques systémiques, qui toutes les 4 donc, ont des surcharges en capital. BNP Paribas, plus 2%, elle est dans la même catégorie que la Deutsche Bank. Et puis les 3 autres sont 1% de surcharge en capital. Donc ça, c'est également une bonne chose. Autre élément très important, on a introduit des ratios de liquidité. Alors certes, ils ont été vidés de leur... ils ont été très dénaturés, disons, ils ont été très amendés sous la pression du lobby bancaire, mais il n'y en avait pas avant. Et ça, c'est quand même une grande avancée. C'est une grande avancée parce que la vulnérabilité au risque de liquidité, c'est vraiment le talon d'Achille des banques européennes, particulièrement des grandes banques françaises. Pourquoi? Eh bien, du fait de leur dépendance au financement sur les marchés de gros de la liquidité. Et le fait, même si ces ratios de liquidité sont très améliorables, et en fait, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il aurait fallu prendre cette question, mais l'attention que l'on porte au risque de liquidité est aujourd'hui beaucoup plus importante que les banques centrales, les superviseurs y portent, et c'est important. C'est important notamment parce que ce que la crise a montré, c'est qu'il y a une porosité entre le risque de liquidité et le risque de solvabilité. Avant la crise, si vous regardez le ratio de capital, on faisait comme si les problèmes de solvabilité ne pouvaient jamais venir de problèmes de liquidité, puisqu'on rapporte le capital à l'actif pondéré par les risques, que des postes de l'actif. Or, ce que la crise a montré, c'est que de très nombreuses crises viennent de crises de liquidité. Dexia, 2 fois, est tombé par une crise de liquidité, qui ensuite révèle ou accentue des problèmes de solvabilité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les banques ont grossi, mais une banque, ça grossit jamais par ses activités de banque, pas de banking, c'est-à-dire de crédit. Ça grossit toujours par ses activités de marché. Or, ces activités-là, elles sont en mark-to-market. C'est-à-dire que quand vous avez un système bancaire comme le système bancaire français, qui est dominé par des banques systémiques, qui ont déformé leur activité au profit des activités de marché, quand vous avez une crise de marché qui se produit, tout en même temps, voient leur capital être atteint, être mangé. Donc, tout en même temps, ont des problèmes qui peuvent vite devenir des problèmes de solvabilité. C'est ce qui s'est passé au moment de la crise de 2007-2008. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et donc, la crise de liquidité peut devenir une crise de solvabilité. C'est-à-dire qu'elles peuvent révéler des pertes qui immédiatement sont enregistrées au moment même où les banques ont des problèmes de tarissement de leur liquidité. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les banques se financent à court terme sur les marchés par des prêts collatéralisés. Or, si vous avez un effondrement des prix de marché, la banque, le collatéral, son prix diminue, donc elle peut se financer moins, donc elle a un moindre accès à la liquidité. Non seulement elle a un moindre accès en vendant ses actifs, puisqu'ils sont décotés, mais en plus de ça, elle a un moindre accès à la liquidité, parce que quand il y a une crise de marché, vous pouvez emprunter moins, parce que le prix de l'actif que vous mettez en collatéral a baissé, mais en plus de ça, celui qui vous prête, il va demander une marge supérieure. C'est-à-dire que si en temps normal, quand vous donnez un collatéral de 100, on vous prête 80. En période de crise, quand vous donnez un collatéral de 100, et un collatéral de 100, ça veut dire qu'avant la crise, il valait plus que 100. On va vous prêter que 70, par exemple, ou 60. Donc ça veut dire que vous êtes rationné en liquidité. Et ça vient des deux côtés. Il y a une interdépendance entre la valeur des actifs et votre accès au financement. Donc tout ça pour vous dire que c'est très important d'avoir mis l'accent sur les ratios de liquidité. Toujours dans les éléments qui sont importants, on a mis en place des dispositifs de redressement et de résolution. C'est-à-dire qu'on a obligé les banques à penser leur propre mort, ou en tout cas à penser leur propre démantèlement. Donc on a imposé des testaments bancaires, une espèce de vade-mecum sur qu'est-ce qu'il faut faire si ça ne va pas pour démanteler le groupe en préservant les fonctions de base. Et puis on a introduit des dispositifs de renflouement interne. C'est-à-dire qu'on a obligé les banques, donc ça, en Europe, on appelle ça le MREL,
Conseil de stabilité financière, c'est le TILAC, mais enfin bon, l'idée est la même. Hein. C'est l'idée d'obliger les banques à émettre des types de titres de dette qui, si la banque devient critiquement sous-capitalisée, sont convertis en actions ou sont décotés. Vous voyez bien, l'idée c'est, attention, le contribuable va payer moins. Donc pour ça, on dit, c'est les créanciers de la banque, ceux qui détiennent ce type de titres, qui vont avoir ces titres convertis en actions, donc on renfloue, avant de demander aux contribuables, on renfloue en interne, ou alors on décote ces titres. Dans les deux cas, c'est de la recapitalisation, hein, puisque si on décote les titres, pour un même capital, vous aurez moins de dettes, donc elle sera mieux capitalisée. Bon. Alors, donc ça c'est, si vous voulez, personnellement, je pense qu'en cas de crise systémique, on ne l'appliquera pas. On ne l'appliquera pas parce que c'est un vecteur de contagion. Il faut se poser la question, qui détient les titres, hein, et qui ferait des pertes dans ces cas-là. Donc, je pense qu'on l'appliquerait que si c'était une banque de taille moyenne, une crise isolée, etc. Par contre, si c'est crédible, ce qu'on peut en attendre, c'est que ça infléchisse ex ante, avant la crise, les comportements, dans un sens de moins de prise de risque. On peut penser que ceux qui détiennent ces types de titres, ils vont demander des spreads plus importants s'ils se rendent bien compte que le risque global de la banque augmente, ou qu'ils vont rationner les financements. Bon, voilà, c'est ce qu'on en attend. Mais il faut faire attention à ce que ça ne donne pas un faux sentiment de sécurité, parce que là, ça pourrait être au contraire un vecteur de crise future. Dernier élément qui me semble être positif, le fait qu'on a avancé d'un point de vue institutionnel en Europe, hein, avec l'union bancaire. Et donc, on a mis au niveau européen la supervision et la résolution de ces grandes banques systémiques, hein. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. De la même manière, la BCE allège considérablement les contraintes de liquidité des banques, hein. Je vous ai dit tout à l'heure que le talon d'Achille des banques, c'est la liquidité. On n'est pas revenu du tout à une situation normale, hein. La BCE continue de mettre les banques sous perfusion, hein, en matière de liquidité. Donc si je m'arrêtais là, vous pourriez penser, ça va, tout baigne, on a plutôt un tableau optimiste, on a fait pas mal d'avancées en matière de réglementation préventive, on est bien armé pour gérer les crises, voilà, tout va bien, hein. D'autant plus que si on regarde pour les banques françaises, en 2016, les 6 principaux groupes bancaires ont engrangé plus de 23 milliards d'euros de profits cumulés. Elles ont dépassé leurs résultats de 2015, qui étaient déjà très bons, hein, et ça avec 3 fois plus de capitaux propres qu'avant. Donc quand même, ça semble aller plutôt bien. Si on regarde les tests de stress de juillet 2016, les banques françaises s'en sortent plutôt bien. Elles passent haut la main les tests. Alors qu'en Europe, il y a des vraies poches de fragilité bancaire, hein. En Italie, on a vu récemment Monte dei Paschi, mais également la Deutsche Bank, hein, qui est une source d'inquiétude très très forte, hein. Et puis si on va en dehors de la zone euro, au Royaume-Uni, Royal Bank of Scotland, c'est pas terrible, Crédit Suisse non plus, enfin voilà. Pour autant, je pense que ça serait une grave erreur de penser qu'une crise bancaire, y compris en France, est à exclure, et cela pour plusieurs raisons. Alors, je ne serai pas exhaustive, mais je pense qu'il faut très sérieusement tempérer l'optimisme en la matière. Alors, tout d'abord, le système bancaire français reste tout à fait hypertrophié. Et les nouvelles réglementations n'y ont rien fait en réalité. La crise des subprimes, la crise de la dette souveraine en Europe, ça n'a fait que stopper simplement la progression rapide de la taille des activités bancaires françaises. Le secteur bancaire français, ça représente à peu près 4 fois le PIB de la France. Et en plus, c'est dominé par 4 très grandes banques systémiques. De ce point de vue, on est quand même très très fort. Donc les banques systémiques, ce sont les banques qui sont trop grosses, trop complexes, trop interconnectées pour qu'on les laisse faire faillite en réalité. Et donc qui peuvent d'une certaine façon s'exonérer de la sanction du marché. Et donc on a bien un problème grave de banques systémiques en Europe, hein, et on est un des pays les plus exposés à cette question. Alors, concernant les résultats des tests de stress, je vous ai dit, on part largement la barre. Oui, mais les résultats sont exposés en actifs pondérés par les risques. Si vous regardez les résultats des banques françaises, en regardant juste le levier, c'est-à-dire vous rapportez leur capital à leur actif, plus certains éléments du hors-bilan,
Il suffirait d'une baisse de l'ordre de 5,5% de la valeur des actifs pour mettre les banques à terre, c'est-à-dire pour épuiser le capital des banques françaises. Alors vous allez me dire, c'est un choc important. Oui, c'est un choc important. Indiscutablement, c'est un choc important. Mais enfin, il y a un passé pas très lointain qui nous montre qu'un tel choc est tout à fait possible et que la probabilité d'un tel choc est loin d'être nulle. En particulier, un tel choc serait envisageable si on avait une sortie de l'euro. C'est-à-dire qu'en cas de désintégration de la zone euro, et la probabilité est loin d'être nulle, enfin je ne sais pas, je n'ai pas assisté à toute la table ronde, mais j'imagine qu'on a dû vous le dire, la probabilité n'est pas nulle d'une désintégration de la zone euro. Dans ces cas-là, je pense que les banques seraient parmi les entreprises les plus exposées, et le problème c'est que les banques n'exposent pas qu'elles-mêmes, quoi. Elles nous exposent tous. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise de l'économie réelle, une industrie, quoi, de l'industrie qui fait faillite, il y a des gens qui sont au chômage, c'est terrible socialement, etc. Mais vous avez des fournisseurs aussi qui sont... Mais vous n'avez pas un effet qui peut atteindre l'ensemble de l'économie. Ou alors il faut vraiment que ce soit... bon. Mais c'est le cas pour les banques. C'est le cas pour les banques, et en plus de ça, il y a une très forte interdépendance. C'est-à-dire si vous en avez une à terre, en général, les autres le sont aussi. Donc il ne faut jamais oublier que les risques extrêmes, ce sont les risques dont la probabilité d'occurrence est faible, mais qui, quand ils se produisent, ont des effets totalement dévastateurs. Alors qu'est-ce qui se passerait si on avait une sortie de la zone euro, ou simplement une perspective de sortie de l'euro qui devienne crédible ? Eh bien, dans ces cas-là, on n'aurait pas au départ une crise bancaire, on aurait une crise monétaire majeure. Et là, soyons clairs, hein, ce que je vais vous décrire, ça peut se produire, même si simplement le scénario devient suffisamment crédible. Si on se réfère à ce qui s'est passé en Grèce, au plus fort de la crise de la dette souveraine, ou si on se réfère à ce qui s'est passé en Argentine, au moment du défaut en 2001. Or, si la France sortait de l'euro, ça serait considéré comme un défaut. On peut penser que le premier réflexe des détenteurs d'avoirs bancaires, ça serait, pour essayer de se préserver du risque de dépréciation de la valeur de ces avoirs, ça serait de transférer les comptes vers des pays qui seraient moins exposés à une dépréciation de la valeur de la monnaie. Donc, soit des pays qui resteraient dans l'euro, mais je pense que si la France sortait, à mon avis, c'est la fin de l'euro, hein, ou alors vers le Deutsche Mark, enfin vers des monnaies fortes, disons. Ces sorties de capitaux massifs seraient excessivement déstabilisantes pour les banques. Ça serait une espèce de panique bancaire qui obligerait les banques à liquider dans l'urgence des actifs. Les banques françaises seraient alors sous une très forte pression en liquidité, alors même que les autres banques européennes seraient très réticentes à leur prêter. Et donc, avant que on sorte de l'euro, parce que c'est un processus long, hein, les banques françaises seraient sous la perfusion de la BCE. Hein. Si on était dans un scénario de sortie de l'euro, on peut penser aussi que les investisseurs se détourneraient de la dette publique française. On aurait une augmentation des spreads très importante. Or, les banques sont les principaux détenteurs de titres de la dette publique. Et là, on aurait une réactivation, notamment parce qu'il n'y a pas de charge en capital devant. On revient à ce que je disais avant. Et donc, on revient au cercle vicieux où la fragilité des banques génère une crise de la dette souveraine et vice-versa. C'est un cercle vicieux, ça va dans les deux sens. On pourra expliciter les mécanismes, si vous voulez, lors des questions. Au-delà de ces effets qui sont liés au comportement des acteurs en cas de scénario de sortie de la zone euro, et ça c'est du risque endogène, vous avez des effets purement mécaniques, c'est-à-dire de sortie de l'euro sur les bilans, et ça en raison du désajustement entre les actifs et les dettes libellés qui redeviendraient en francs et ceux qui resteraient libellés en devises. On peut penser que le franc se déprécierait vis-à-vis de l'euro, si l'euro perdure, vis-à-vis du Deutsche Mark et d'autres monnaies fortes, mais s'apprécierait vis-à-vis d'autres monnaies européennes, notamment des monnaies du sud de l'Europe. Il y aurait de purs effets de valorisation de bilan qui sont liés au déséquilibre entre les monnaies qui libellent les actifs et les passifs. Et dans le cas de la sortie de l'euro,
on peut penser qu'on aurait un fort alourdissement net de l'endettement net des banques et donc une dégradation forte de leur capitalisation. Alors, il y a d'autres chocs envisageables. Hein. J'ai détaillé un peu celui-ci. Un autre choc envisageable, ça serait par exemple la défaillance de la Deutsche Bank. Alors, je pense que l'État fédéral allemand, en dépit de tout ce qu'il dit aujourd'hui, soutiendrait évidemment la Deutsche Bank. Hein. Mais en raison de la position sur les marchés dérivés de la Deutsche Bank, je pense, et donc du risque de contrepartie qui est très fort sur les marchés dérivés, je pense que ça serait un choc important. Parmi tous les autres risques, je vais terminer là-dessus, parmi tous les autres risques très importants aujourd'hui, c'est le fait qu'on est rentré dans une phase de déréglementation bancaire. Alors, on a eu une pause avec la nouvelle commission Juncker en Europe, et puis avec l'arrivée de Trump au pouvoir, on est rentré dans une phase de détricotage de la réglementation bancaire. Et donc, ça veut dire que les banques vont utiliser cela pour dire en Europe qu'elles ont trop de capital et qu'il faut absolument alléger les contraintes en capital. Et d'ailleurs, quand vous regardez les candidats à la présidentielle, ils sont très sensibles à cet argument. C'est-à-dire qu'à l'argument « trop de capital empêche de financer l'économie ». Et ça, étonnamment, sur tous les côtés de l'échiquier. Or, cette assertion, elle est fausse. Cette assertion est fausse, c'est une contre-vérité. Il y a une très récente étude de la BRI qui montre que les banques qui ont... que la croissance des prêts des banques est supérieure pour les banques qui ont le levier le plus faible, c'est-à-dire pour les banques qui ont les ratios de capital les plus élevés. Et que le coût de financement hors capitaux propres de ces banques est également le plus faible pour les banques bien capitalisées. Comme l'écrit Shin, qui est l'économiste qui dirige la recherche à la BRI, dans un speech d'avril 2016, il dit « Le capital est le fondement du prêt, tout comme les fondations sont ce qui assure la solidité d'un building. Plus un building est haut, plus ses fondations doivent être profondes pour assurer sa stabilité. Plus une banque est grosse, plus son capital doit être important en proportion de son bilan. Les banques sont des intermédiaires qui empruntent auprès d'autres pour prêter ensuite. Plus la banque a de capitaux, moins elle est risquée, plus elle peut emprunter dans de bonnes conditions, et donc plus elle a une capacité de prêter importante. C'est ce que montrent les études empiriques. Donc si on veut déverrouiller les prêts à l'économie, ce qui est fondamental, c'est que les banques soient bien capitalisées. Par ailleurs, le capital est l'absorbeur des pertes non anticipées, ça on l'a vu, et donc ça veut dire que ça permet également d'éviter de recourir aux contribuables et d'éviter aussi de faire des pertes aux épargnants qui, indirectement, détiendraient des titres bail-in-able, c'est-à-dire convertibles en actions. Donc, si vous voulez, ma crainte, c'est qu'on soit aujourd'hui dans un contexte où les banques peuvent faire entendre cette voix et donc arriver à ce qu'on allège les contraintes en capital et en liquidité. Et je crains que ce soit favorisé par le sentiment de sécurité que donnent justement les instruments de bail-in, le fait qu'on soit en union bancaire, etc. Or, l'union bancaire est inachevée. On n'a pas d'assurance dépôt fédérale, on n'a pas de backstop public fédéral, on a un fonds de résolution qui fait 55 milliards d'euros à échéance. C'est rien au regard des banques systémiques que l'on a. Donc voilà, je pense qu'il faut tempérer l'optimisme. Merci. Donc pour résumer un peu, peut-être pour nos lycéens qui sont là et qui sont peut-être un peu moins à l'aise avec toute cette technique, je dirais la France doit-elle craindre une crise bancaire? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a fait des progrès dans la régulation des banques, mais néanmoins, il y a plusieurs facteurs de fragilité. Un facteur, c'est que les banques françaises sont très grosses par rapport à la taille de l'économie, donc si elles ont un problème, ça aura des impacts sur l'ensemble de l'économie française qui peut être vraiment dommageable. Et deux, parce que lorsqu'une banque elle a des problèmes, la façon principale qu'elle a d'éponger les pertes, c'est d'avoir du capital. Et ce capital, Laurent Salom vous a dit, il a été renforcé, il y en a plus qu'avant, mais néanmoins, la façon de le calculer fait qu'il n'y en aurait sûrement pas assez en cas de crise sortie de l'euro, Deutsche Bank, quel que soit le scénario, en tout cas en cas de crise un peu forte, ce qu'elles ont, la façon dont elles se financent avec leur capital est insuffisant pour pouvoir absorber toutes ces pertes. Il y a beaucoup de mécanismes publics qui ont été mis en place, mais ils risquent d'être insuffisants pour absorber. Et donc ça veut dire quoi? La conclusion logique, c'est que nous, contribuables, on serait, en cas de crise bancaire française, obligés encore une fois
de payer pour pouvoir sauver les banques. Donc voilà, je résume vraiment à très grands traits, en 1 minute, l'exposé plus détaillé, plus général qu'a fait Laurent Cialhomme. Jean-Pierre Levade, est-ce que vous partagez ce diagnostic? Je partage le diagnostic, je partage beaucoup de choses, et je vais le dire de manière complètement différente. Je suis financier depuis très longtemps. Je suis devenu financier parce que je ne comprenais pas quand j'avais 20 ans ce qu'était la monnaie, j'avais envie de comprendre. 50 ans après, je ne suis toujours pas sûr d'avoir compris. Donc les phénomènes financiers sont extrêmement complexes, presque mystérieux. En même temps, j'ai enseigné toute ma vie, avec énormément de plaisir. Et je suis fait de telle manière que je ne comprends que les choses simples. Alors quand vous avez un objet complexe et que vous ne comprenez que les choses simples, ça donne un grand plaisir à essayer de transformer la complicité en simplicité. C'est ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, pour vous expliquer de manière concrète qu'est-ce que c'est qu'une crise financière et pourquoi demain nous pouvons en avoir à nouveau. Une structure financière, c'est un lieu de concentration, de créance d'un côté et de dette de l'autre. Il n'y a pas d'actifs industriels comme dans les entreprises généralement quelconques. On est dans l'immatériel jusqu'au bout, des créances et des dettes. Pourquoi il y a des effets d'enchaînement? Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi ça doit être surveillé? Parce que bien entendu, si un acteur de la finance fait faillite et défaillant, en général, il ne peut plus payer ses dettes. Et donc, le malheur de l'un se transmet immédiatement à l'ensemble de ses créanciers. Donc, comme vous êtes déposant auprès d'une banque X, je ne vous demande pas le nom, si la banque X auprès de laquelle vous avez laissé votre argent fait faillite, vous êtes, sauf mesures particulières qui ont été prises d'ailleurs, vous êtes en danger. Plus une institution financière va être grosse, je retrouve l'un des arguments de Laurence, plus ce facteur d'entraînement va être possible, dangereux. Donc les grosses institutions financières portent plus de risques pour l'ensemble de la société que les petites, parce que les effets de propagation sont plus importants qu'ailleurs. Deuxièmement, qu'est-ce qui déclenche la crise initiale? Ça peut être la défaillance individuelle de l'un des grands acteurs parce qu'il est mal géré. J'ai vécu la quasi-faillite du Crédit Lyonnais, enfin je suis arrivé après, pour essayer de redresser. Il y a eu la faillite de Dexia, dont personne ne parle, mais qui est de la même dimension, et Dexia a disparu complètement. La Deutsche est en danger, Montepaschi en Italie. Ça, ce sont des défaillances localisées. Mais vous avez aussi des types d'activités qui sont tellement importantes pour toute la société qu'en termes de créances, cette fois-ci, elles pèsent beaucoup dans le bilan des banques. Et l'exemple type, c'est le crédit immobilier. Le crédit immobilier représente, en France, l'ordre de grandeur, je pense, à tête de l'ordre d'une moitié de PIB, à peu près. C'est considérable, les encours de crédit immobilier. Donc, s'il y a une crise profonde de l'immobilier, toutes les banques sont touchées. Et donc, ça se répercute. De la même manière, si vous avez une crise économique générale, toutes les banques sont touchées et ça se répercute sur leurs propres dettes. Je vais prendre un autre exemple pour bien montrer qu'il n'y a pas que les banques qui sont en cause. Prenons une autre institution financière type que j'ai eu aussi le privilège d'expérimenter dans ma carrière, l'assurance. Fantastique, métier formidable. Mais l'assurance, créance, dette. Les dettes, c'est les engagements que vous avez vis-à-vis de vos assurés. Et là, vous leur devez de l'argent. Soit de manière quasiment automatique, si ce sont des retraites, soit de manière aléatoire, statistique, si ce sont des choses liées à des événements particuliers, des sinistres, dans le jargon des assureurs. L'argent qui vous est confié par vos assurés, vous le placez
Donc en face, vous avez des créances. Ces créances sont pour l'essentiel aujourd'hui, compte tenu de réglementations qui se sont durcies, elles sont placées en obligation, sous l'hypothèse que les obligations, c'est moins dangereux que des actions, c'est moins dangereux que l'immobilier. Donc là aussi, les contraintes se sont resserrées et les assurances ont à l'actif beaucoup d'obligations et au passif des engagements vis-à-vis de leurs assurés. Supposez qu'il y ait une hausse massive des taux d'intérêt. Les obligations à l'actif des compagnies d'assurance perdent instantanément une partie importante de leur valeur. Et en même temps, les déposants, les assurés au passif qui avaient souscrit à des contrats d'assurance vie, qui leur rapportaient ce qui vous rapporte aujourd'hui, 2% par an. Soudainement, ils voient les taux d'intérêt monter à 8, 9, 10. Qu'est-ce qu'ils font? Ils résilient leur contrat d'assurance, ils récupèrent l'argent et ils le replacent dans les nouveaux contrats d'assurance beaucoup plus rémunérateurs. Et donc les assureurs se trouvent en même temps avec une perte de valeur à leur actif et avec une fuite de leurs ressources au passif. Exactement ce qui se passe dans une banque quand les déposants commencent à avoir peur et s'en vont avec leur liquidité au moment où la banque perd de la valeur dans ses actifs. Le mécanisme est le même. Troisième institution dont on ne parle pas, les régulateurs, ils sont, comme les hommes politiques d'ailleurs, ils sont toujours pareils, ils adorent mettre de la régulation, comme on disait dans une blague très bien connue, où est-ce qu'on cherche le briquet qu'on a perdu? Sous le lampadaire, parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Donc les régulations, elles s'adressent principalement aux banques, parce qu'elles sont visibles, accessoirement aux compagnies d'assurance, parce que le problème des compagnies d'assurance commence quand même à venir. D'ailleurs, il y a une modification récente qui permet, il y a un certain nombre d'institutions qui ont hurlé, mais l'ACP ou le régulateur ont décidé qu'en cas de problème gigantesque, les assureurs pouvaient ne pas rembourser instantanément les assurés. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils ont commencé à imaginer la défaillance globale. Donc il y a une troisième catégorie dont personne ne parle, c'est comme toujours, la nature ayant horreur du vide, surtout quand il y a des problèmes d'enrichissement à la clé. En France, le système bancaire est essentiel dans le financement de l'économie parce qu'en gros, il y a les 3/4 des crédits qui sont portés par les banques, c'est-à-dire qui passent par le système bancaire, qui sont, comme on dit dans notre jargon, intermédiaires. Ce pourcentage est trop élevé. Aux États-Unis, c'est de l'ordre de 30%, pas plus. Le reste est porté directement par le marché. Le banquier n'est pas comme chez nous quelqu'un qui transforme et qui prend le risque de crédit pour le compte, si je puis dire, de la collectivité. Comme les contraintes qui pèsent sur les banques font qu'elles peuvent prêter moins long dans le temps à cause des contraintes de liquidité, comme à cause de leurs ratios de fonds propres qui sont devenus plus exigeants, elles ont plus de mal à gagner de l'argent, donc elles ont tendance à augmenter leur taux. Il y a de la place pour de nouveaux acteurs que j'appellerai dans mon jargon des quasi-banques qui font du travail bancaire sans être vraiment banquiers. Je vais vous donner un petit exemple, il y en a plein les journaux. Les plateformes de crowdfunding. Personne n'en parle aujourd'hui parce que c'est tout petit, mais c'est exactement des quasi-banques. Le jour où une plateforme de crowdfunding devient aussi grosse que la BNP, à mon avis, on aura un problème de régulation. Mais pour l'instant, toutes ces quasi-banques, on n'en parle pas. Or, là aussi, il y a des endroits où il y a des accumulations de risques. Donc, pour me résumer, la taille est un danger. Je suis d'accord avec Laurence. La concentration des risques est un danger. La sous-capitalisation est un danger.
Le ratio de fonds propres des banques doit être, je ne sais pas, je ne suis pas la réglementation au jour le jour, mais ça va être de l'ordre de 20 aujourd'hui, j'imagine, le levier total. Le levier de bilan, entre la taille totale de bilan et... C'est à peu près 5,5. Oui, 5,5, ça fait 20, à peu près 20. Donc, une banque, on lui dit, attention, la totalité de votre passif ne doit pas faire plus de 20 fois vos fonds propres. Alors, quand vous avez un banquier en face de vous, si vous êtes chef d'entreprise, que vous avez une PME, que vous allez montrer votre bilan, le banquier vous dit, ouh là là, au-delà de 3 ou 4 fois vos fonds propres, je ne vous finance plus. Donc, ce qui est d'étonnant, c'est que cette profession financière qui donne des règles de bonne gestion à la totalité de l'appareil productif, elle fonctionne, elle, avec des règles beaucoup plus desserrées. Donc oui, il faut davantage de fonds propres. Moins de taille, plus de fonds propres, moins de concentration de risque et surtout, il faut regarder la totalité du paysage et pas seulement sous le lampadaire où il y a de la lumière. Il faut regarder partout où il y a des concentrations de risques qui peuvent commencer à se produire. Et c'est compliqué, très compliqué. Alors, 2 exemples de scénarios catastrophes qui vont passer par les banques, nécessairement, à un moment ou à un autre, ou par les compagnies d'assurance, mais dont, à l'origine, ni les unes ni les autres ne seront responsables. J'ai parlé de la hausse brutale des taux. La hausse brutale des taux fait s'effondrer le marché obligataire. Entre parenthèses, ce n'est pas seulement les assurances qui sont frappées. Les assurances, il y a un risque de rupture complète sur les grandes compagnies d'assurance vie. D'où cette réglementation qui permet de dire, écoutez, on va prendre un peu de temps pour vous rembourser parce qu'il faut d'abord qu'on retrouve les liquidités, qu'on retrouve un équilibre de bilan, etc. Mais comme les banques ont beaucoup d'obligations publiques, que les obligations publiques, s'il y a une hausse massive des taux d'intérêt, elles perdront aussi de leur valeur, les banques encaisseront, Laurence l'a dit, une perte considérable sur leurs actifs. Alors je vais jusqu'au bout. Donc premier scénario, hausse des taux. Compagnie d'assurance, problème. Naturellement, les compagnies d'assurance, elles sont aussi pour partie financées par les banques. Donc la transmission, elle n'est pas seulement chez les clients des compagnies d'assurance, elle est aussi chez les banquiers eux-mêmes, dans le reste du système bancaire. Parce que tous ces pièces se tiennent comme un puzzle. Donc vous imaginez un puzzle vertical, complètement fait, parfait. Vous enlevez une pièce, rien ne se passe. Vous en enlevez une deuxième, soudain tout s'écroule. Mais la crise financière, c'est ça. Quelles sont les pièces qui sont vitales? Et quelles sont celles qui servent, si je puis dire, d'ornement? Deuxième scénario catastrophe, je reviens sur la sortie de l'euro. Je vais le dire, alors mon scénario est différent de celui de Laurence, à la limite il est plus simple. Bien entendu, je ne fais pas de politique, bien entendu. Mais enfin, je vais vous expliquer ce qui va se passer si Marine Le Pen est élue. Les banquiers ont des niveaux de fonds propres. En France, de manière agrégée, les banquiers ont des niveaux de fonds propres qui doivent être un peu inférieurs, mais en ordre de grandeur, pas tellement. Ça va être de l'ordre de 60 ou 70% du PIB. Tous en fonds propres. Pardon, non, ça doit être de l'ordre de 15 à 20%. 15 à 20% du PIB en fonds propres agrégés. Mettons 15%. La totalité des fonds propres du système bancaire. Comme le régulateur leur a dit que placer de l'argent en obligations d'État, ça ne leur coûtait rien en risque, puisque l'État est supposé ne pas être un risque. Et deuxièmement, c'était bon pour leur ratio de liquidité, parce que c'est supposé être complètement liquide. Ils ont à peu près la moitié de leurs fonds propres, en obligations d'État. Donc, vous imaginez demain un pouvoir politique qui dit moi, les obligations qui hier valaient 100, compte tenu de ce que j'ai l'intention de faire sur l'euro
des mouvements de taux d'intérêt que ça va entraîner, de ceci, de cela, hausse massive des taux, fuite des capitaux, les banques peuvent perdre, mettons, 30% simplement de valeur sur leurs obligations d'État, 30% de 50%, ça fait 15% de leurs fonds propres perdus en un rien de temps. En même temps que, par ailleurs, les capitaux s'en vont, les déposants s'en vont, parce que les déposants, tant qu'à faire, ils préfèrent avoir leur argent en francs suisses ou en dollars ou même en livres sterling plutôt que dans des francs qui demain vont perdre 20, 25, 30% de leur valeur. Donc ça, c'est le scénario de faillite générale du système financier qui est dû à une action éventuelle extérieure. Ce qui veut dire que quand on analyse les problèmes de solidité financière globale d'un pays, il faut se poser la question de la manière dont chaque institution financière de taille importante est gérée en elle-même, donc question de management, point par point. Deuxièmement, quelles sont les dépendances réciproques à l'intérieur du système financier qui font que si jamais il y a un dégât quelque part, la propagation ne soit pas immédiatement généralisée, et quelles sont les cloisons qu'il faut mettre en place. Et puis finalement, ce qui est d'ailleurs d'une morale très satisfaisante, il y a une responsabilité globale des gouvernants. Et les gouvernants, c'est nous qui les choisissons. Pour répondre à la question, vous avez évoqué tous les deux des scénarios catastrophes. Sortie de l'euro, admettons par hypothèse que Marine Le Pen ne soit pas élue. Voilà, merci. Admettons par hypothèse que Marine Le Pen ne soit pas élue et qu'il n'y ait pas de perspective de sortie de l'euro. Autre scénario catastrophe, une hausse brutale des taux d'intérêt. On a quand même Mario Draghi, la Banque Centrale Européenne, qui sont là pour que tout ça se passe très bien, que les taux d'intérêt, certes, vont augmenter, mais tout doucement. Donc, hormis ces deux scénarios catastrophes que vous nous décrivez, j'entends, moi, que vous dites il n'y a pas trop de crainte à avoir sur l'avenir des banques françaises. Aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est leur structure de risque, la façon dont elles ont un type de ressources, la façon dont elles placent ces ressources, ça va bien, quoi. J'ai bien compris ou pas? Je vais répondre d'un mot en enchaînant sur ma dernière phrase. En dehors de l'hypothèse catastrophique que j'ai évoquée tout à l'heure, il y a un instant, je suis d'accord avec vous que, à conjoncture économique et politique donnée, les banques françaises aujourd'hui, sont raisonnablement solides. Mais le danger systémique le plus élevé aujourd'hui pour la France, si je prends la France en tant que telle, j'oublie une faillite éventuelle de la Deutsche Bank ou une catastrophe à Wall Street, etc. Mais aujourd'hui, le danger le plus élevé, à mon avis, pour le système financier français, c'est la dette publique française. Nous avons 1200 milliards d'euros de dette vis-à-vis de l'étranger, de dette publique vis-à-vis de l'étranger, de dette d'État vis-à-vis de l'étranger. Nous ne pouvons pas nous passer de l'étranger pour renouveler cette dette, aujourd'hui. Et donc, si, en dehors d'un mouvement général mondial de taux d'intérêt, il y a une défiance qui monte vis-à-vis de la capacité de la France à gérer ses propres finances publiques, nous pouvons, quelle que soit la bonne volonté de nos assureurs et de nos banquiers, nous retrouver dans un système où les taux d'intérêt français pourraient être complètement décalés de la même manière que l'ont été, il n'y a pas si longtemps, les taux d'intérêt espagnols, pour ne pas parler des taux d'intérêt grecs. Elle viendrait d'où cette défiance, Jean-Pierre Levade? Aujourd'hui, les investisseurs nous financent pratiquement à taux zéro, voire à taux négatif sur les premières années. Ils nous donnent de l'argent pour avoir notre dette. Je vais vous dire autre chose. Là, ce n'est pas le financier qui parle, c'est l'économiste.
Aujourd'hui, la dette française, telle qu'elle est aujourd'hui, dans les conditions d'aujourd'hui de taux et de taux de croissance, elle n'est pas, suivant le jargon des économistes, elle n'est pas à long terme soutenable. Donc aujourd'hui, la dette française va continuer à augmenter. Quel que soit le candidat élu, quand on met les programmes les uns à côté des autres, la dette française va augmenter. Pour arriver à la stabiliser, simplement, et a fortiori pour la réduire, ce n'est pas le 3% de taux de déficit qui est le chiffre clé. Il faut aujourd'hui enlever à peu près 1,5 point. Donc aujourd'hui, pour que la dette française devienne soutenable, il faudrait que notre déficit annuel ne soit pas de 3%, mais de 1,5%, au maximum. Pour qu'elle se réduise, il faudrait qu'on soit pas très loin de l'équilibre en termes annuels. Ça, il n'y a que les économistes un peu pédants, dont je fais partie, qui le savent, hein, et qui sont capables d'aligner 2 ou 3 équations qui sont assez simples, mais sur lesquelles il faut quand même un quart d'heure pour bien expliquer ce qu'il y a derrière. Il ne faut pas s'imaginer que les étrangers ne s'en apercevront pas. Hein. Si nous continuons à ne pas gérer nos finances publiques, nous aurons dans un premier temps un rappel de Bruxelles à l'ordre. Premier rappel, deuxième rappel, troisième rappel. Il y a un moment où les taux d'intérêt peuvent se mettre à bouger contre nous. Nous avons quand même aujourd'hui, nous payons aujourd'hui 70 ou 80 points de base de plus que les Allemands. Hein. Je ne connaissais pas ce petit côté proche de Michel Pébro, mais je le découvre là. Il m'arrive de ne pas être complètement en désaccord sur tout avec Michel Pébro. Concernant le scénario catastrophe de sortie de l'euro, je ne pense pas qu'il est à l'ordre du jour uniquement en cas de victoire de Marine Le Pen. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la victoire de Marine Le Pen, là, c'est le danger immédiat, quoi. Mais si on acceptait qu'un pays sorte, c'est-à-dire la Grèce, par exemple, un tabou est levé et je pense qu'on aurait des effets dominos à plus ou moins long terme. Ensuite, on aurait le Portugal, l'Espagne. Et on n'est pas si loin, nous. Hein. Je veux dire, bon, on est membre fondateur. Et là, par contre, c'est un scénario où on pourrait avoir une remontée des taux, je pense, et où la maîtrise de la dynamique, on ne l'a pas nécessairement. Donc, j'ose espérer que ce n'est pas le tour de Marine Le Pen cette fois-ci. Donc, le danger n'est pas nécessairement immédiat. Pour autant, à chaque fois qu'on est à une période où la Grèce a de grosses échéances, à chaque fois, le problème se repose. Et on a levé un tabou. Quand vous avez des dirigeants européens qui en parlent, quoi. Je veux dire, ce qui fait la confiance dans une monnaie, c'est la croyance dans la pérennité de la communauté monétaire. Or, comment dire, et ça, c'est très grave. D'autant plus que quand même, on est dans une construction très bancale, hein, puisqu'on a fédéralisé l'émission de la monnaie centrale, on a créé la Banque centrale européenne, mais enfin, plus de 80% de la monnaie créée, c'est de la monnaie créée par les banques. Or, on n'a pas de backstop public fédéral. Ça veut dire que potentiellement, 1 euro dans une banque grecque ou portugaise ne vaut pas 1 euro dans une banque allemande, tout simplement parce que l'État en question n'est pas nécessairement en capacité d'assurer l'assurance dépôt, enfin de rembourser les dépôts en cas de crise bancaire sans assistance extérieure. Donc on est dans un système bancal et je pense que la sortie de l'euro n'est pas uniquement conditionnée, à mon avis, à l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir. Bien, est-ce que vous avez des questions face à cet optimisme généralisé des deux intervenants ? Oui, il y a des questions par ici. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui fait passer un micro, mais la salle résonne assez bien. Si vous vous levez et que vous parlez assez fort, je pense qu'on va vous entendre. Moi, j'ai une question au sujet de la séparation des banques de détail et des banques d'affaires, pour savoir si, oui ou non, ça peut contribuer à la stabilité en France et en général dans les autres pays européens, et si jamais il y a une réglementation pour la séparation de ces banques, est-ce que les banques françaises pourront toujours être compétitives par rapport aux banques américaines qui, elles, préservent le modèle de Universal Banking ? Il a passé juste à côté, voilà. Oui, j'ai une question sur la prise en compte de la spécificité du groupe Crédit Agricole. Je pose cette question parce que je suis sociétaire d'une caisse régionale. Le Crédit Agricole, le groupe, est un statut un peu spécial, puisqu'à la base, il y a 39 caisses régionales qui sont des caisses coopératives, en lien uniquement avec l'économie réelle.
c'est la première banque du logement en France, et il est actionnaire à 57% de Crédit Agricole SA, qui est elle-même comme filiale LCL. Donc je voudrais savoir comment on prend en compte cette spécificité avec cette base de caisses régionales qui ont des fonds propres importants et qui sont uniquement sur l'économie réelle. Donc il y a des systèmes bancaires diversifiés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on va en prendre quelques-unes. On s'en est sorti en 2008. Pourquoi est-ce que maintenant, en 2017, on ne s'en sortirait pas? Je voulais poser une question sur les contreparties obligataires des banques. Vous avez beaucoup insisté sur le fait que c'était pondéré de façon très positive. Est-ce que justement, ce n'est pas l'erreur dans une optique systémique? Est-ce qu'il ne faudrait pas complètement inverser les pondérations, tout simplement? Et est-ce que ça ne renforcerait pas la solidité systémique du système? On va commencer par la première question. Les deux dernières questions, je vais répondre parce que la réponse est rapide. À la dernière, on voit bien que dans un pays donné, séparer le risque bancaire ou le risque financier de manière plus générale du risque de l'État, c'est une illusion. C'est le même risque d'une certaine manière. Parce que si vous avez un drame sur le système financier, la seule puissance en face qui puisse le corriger, c'est l'État. Et donc dire que les actifs de l'État qui sont portés par le système financier sont sans risque, ça veut dire que le serpent se mord la queue. Si vous avez une grosse faillite bancaire en France, il faudra que l'État, d'une manière ou d'une autre, soit là. L'État, alors, dans la zone euro maintenant, il y a théoriquement un recours au-dessus, mais fondamentalement, le risque bancaire est inséparable du risque, disons, de la puissance publique associée. Pour une raison simple, parce que la monnaie, ça fonctionne à travers une convention sociale et à travers la loi, et donc c'est nécessairement l'autorité publique ultime qui est la garante du bon fonctionnement du système. Donc cette séparation, elle est artificielle d'une certaine manière. Mais on peut mettre tous les coefficients qu'on voudra. Le fait que les deux risques vont ensemble, on ne peut pas corriger quelque chose qui tient à la nature même de la monnaie. Alors, pourquoi cette fois-ci on ne s'en sortirait pas? Vous savez, c'est comme toujours, hein, c'est comme les... On a épuisé un certain nombre de ressources. Hein. On a tiré sur toutes nos lignes, si je puis dire, de crédit pour corriger la crise antérieure. On a fait du keynésianisme à tour de bras pour arriver à... Maintenant, on est à la limite, justement, des problèmes d'endettement public. Si on a un deuxième drame demain, qui va pouvoir prendre sur son endettement la charge de compenser une crise économique éventuelle nouvelle? Vous voyez bien, les chiffres dont on parle, je vais vous donner un autre chiffre qui est terrifiant à mes yeux et qui est le résultat, si vous voulez, de 15 ans d'intégration européenne. Je vais vous donner un chiffre que très peu de gens connaissent, y compris parmi les économistes, qui ne s'intéressent pas aux aspects stock en général, qui ne regardent que les flux. Quand vous regardez les problèmes de dévaluation, le retour à l'euro, tous les économistes qui en parlent vous expliquent les effets sur les importations, les exportations, les avantages pour les exportateurs, le commerce extérieur, etc. Aujourd'hui, la France a un stock de dettes brutes, créances et dettes. Donc la France en tant que telle, c'est un nœud en termes de risque, au sens où je l'ai introduit au début de mon propos, c'est un acteur massif du système financier. La France a des créances brutes et des dettes brutes vis-à-vis de l'étranger. Elle a un peu plus de dettes que de créances d'ailleurs. Elle a des créances brutes et des dettes brutes vis-à-vis de l'étranger qui représentent 3 fois son PIB. 6 000 milliards d'euros. 6 000 milliards d'euros de dettes brutes vis-à-vis de l'étranger. Et ça, ce n'est pas seulement l'État. Sur les 6 000, il y en a 1 200 pour l'État. Le reste, c'est les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés industrielles, des emprunteurs généralement quelconques. Vous voyez l'effet
d'un changement de parité de 20 ou 30% sur 6 000 milliards de dettes brutes. C'est ravageur. Donc voilà. C'est pour ça que je suis d'accord avec Laurence sur le fait que la sortie de l'euro est concevable. Mais pour moi, quel que soit le scénario qui y aboutit, c'est un désastre gigantesque. Parce que nous sommes trop intégrés aujourd'hui pour pouvoir... Entre nous, d'ailleurs, je vais terminer là-dessus, les Anglais, j'admire, hein, parce que nous, c'est 300, les Allemands ont aussi 3 fois le PIB, les Allemands, c'est aussi 3 fois le PIB. Simplement, eux, ça ne vous étonnera pas, ils ont bien davantage de créances que de dettes, donc ils ont un actif net vis-à-vis de l'étranger, alors que nous, on a un passif net. Les Anglais, créances et dettes brutes vis-à-vis de l'étranger, c'est 6 fois leur PIB. 6 fois. Donc, une fois qu'ils seront complètement sortis de l'Union européenne, eh ben, ils ont intérêt à avoir un ministre des Finances qui soit ultra rigoureux en matière de conduite de politique économique, hein, parce qu'au premier écart, balayé. Autant dit, nous sommes tous des acteurs qui sont, les États je parle, qui sont devenus trop petits par rapport aux masses de créances et de dettes qu'ils portent. Nous sommes déjà intégrés dans un système qui est inachevé, donc qui est imparfait, donc il y a des risques. Mais nous sommes trop faibles en valeur relative pour pouvoir seuls nous opposer à l'occurrence de ces risques. Sur la séparation ? Sur la séparation, j'ai toujours plaidé pour, donc il n'y a rien de nouveau, pour une raison simple, c'est que je vous garantis que quand vous êtes président de banque ou directeur général de banque, quoi qu'en disent mes collègues d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre tout ce qui se passe dans votre banque. Ce n'est pas possible. C'est inhumain. Personne ne peut comprendre la complexité d'une banque. Il n'y a pas de métier au monde, c'est plus complexe encore que l'assurance, il n'y a pas de métier plus complexe. La banque de marché et la banque de dépôt, ce sont 2 cultures complètement différentes. Quand vous venez d'un secteur, vous ne pouvez pas comprendre l'autre. Les 2 équipes ne se parlent pas. Elles sont de cultures différentes, elles ont des motivations différentes et d'une certaine manière, elles ne sont pas faites pour vivre ensemble. Donc il faudrait mieux séparer, on gagnerait déjà sur l'effet de taille. Les catastrophes seraient... En gros, si vous voulez, même le président de banque ne sait pas exactement quelle est la partie de sa trésorerie qui lui sert à financer la banque de marché. Il ne sait pas jusqu'à quel point il est engagé en tant que banque dans la banque de marché. Alors, naturellement, ils disent le contraire, mais ça n'est pas vrai. C'est rassurant tout ça. J'ai donné mon micro. Donc oui, moi aussi je suis pour la séparation bancaire et pour plein de raisons, hein, notamment parce que quand on arbitre sur un même capital les 2 activités, c'est pour ça que les banques grossissent par le trading. Et ben c'est beaucoup plus facile quand vous avez un petit excès de capital, et bien de le faire porter sur des activités de marché, hein, et donc on grossit par des activités de marché. Donc moi je suis pour si on reste dans le même groupe avec une filialisation, 2 ratios de capital séparés, 2 conseils d'administration séparés, pas de transfert de liquidité entre les 2, donc autant séparer vraiment, mais bon, voilà. Je pense pas être tellement entendu aujourd'hui, je pense qu'il faut attendre une crise encore plus cataclysmique pour qu'on y vienne, et j'en viens à ce que demandait Madame, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on pourrait s'en sortir, on pourrait pas absorber alors on s'en est sorti. On s'en est sorti. Moi, je trouve pas super bien, hein, parce que quand vous regardez le poids de la dette publique que ça représente, la baisse de la croissance potentielle, l'atonie de l'activité que ça représente, on s'en est pas si bien sorti de cela. Et puis on n'a plus les forces, quoi. Je veux dire, on a essayé de se rassurer en disant, c'est les créanciers qui paieront. On a mis en place des mécanismes pour que ce soit pas les contribuables, mais in fine, c'est les contribuables. Regardez ce qui s'est passé en Italie avec Monte dei Paschi, c'est le contribuable qui a payé. Alors bon, on va me dire, oui, mais là, c'était parce que c'était des petits épargnants qui détenaient. Mais en réalité, ça aurait été des gros investisseurs. Bon, peut-être que dans une banque de cette taille, on l'aurait accepté, mais bon. Donc, moi, ça, j'y crois pas du tout. Et donc, non, il faut surtout pas qu'on ait de crise bancaire, et c'est pour ça qu'il faut pas relâcher la pression sur la réglementation. Écoutez...
Alors, sur les modèles coopératifs, oui, effectivement, on a eu une hybridation, hein, mais ça, c'est... on a une hybridation des banques coopératives par l'activité de marché, enfin, l'activité de marché, c'est-à-dire, on a des véhicules cotés, disons, et effectivement, une partie des pertes a été absorbée, et ça a râlé pas mal du côté mutualiste, quoi, enfin, coopératif. Ceci étant, je sais pas trop quoi vous dire, revenir à l'essence de la banque coopérative, ça me paraît difficile aujourd'hui, ce retour en arrière. Mais par contre, il me semble qu'il y a quand même un recentrage des activités du Crédit Agricole depuis l'arrivée de Philippe Brassac à la tête de la banque. Donc, il me semble quand même qu'il y a un certain désengagement, disons, des activités les plus dangereuses. Bon, voilà. Pour autant, en tout cas, je ne pense pas que ça puisse se faire. Je vais être subversif et vous choquer certainement. Il n'y a, à mes yeux, aucune différence d'aucune sorte entre les banques généralement quelconques et les banques coopératives. Et je veux dire, je vais vous donner même, hein, je vais vous donner un exemple. Coopératif, quand même, le crédit coopératif Écoutez, je vais vous donner un exemple que tout le monde a oublié, et mieux vaut qu'on l'ait oublié, c'est que l'ensemble Banque Populaire, Caisse d'Épargne, hein, s'il n'y avait pas eu la puissance publique derrière, il sautait. Hein. On a commencé un peu en retard, je pense qu'on peut... Non, il nous reste 2-3 minutes. Et puis c'est vrai, Laurence, un cours après. Oui, on va prendre donc 2 questions, on me dit. Il y en a une là-bas et puis une ici, d'accord. Oui, d'accord. Oui, moi j'aurais une question pour Monsieur Perlevade. J'ai lu il y a fort longtemps, mais je n'ai pas vérifié la date, un ouvrage que vous aviez écrit et qui s'appelait « Le capitalisme total » et qui, à l'époque, d'ailleurs, faisait partie de ces ouvrages qui dénonçaient le passage à la globalisation financière. Il y avait les dérives du capitalisme financier chez Aglietta, il y avait Stiglitz avec « Quand le capitalisme perd la tête », je crois, ou je ne sais plus, mais il y avait... voilà. Alors, ma question est simple. Est-ce que si aujourd'hui vous aviez à réécrire ou à écrire de nouveau sur ce thème, est-ce que des choses ont changé? Est-ce que des propositions auraient changé? Car en amont des crises bancaires, finalement, à la racine de ces problèmes, il y a la régulation d'un système total mondialisé de cette finance. Voilà. C'est pas seulement la finance. Hein, j'ai pas changé d'opinion sur la question. Hein. Je sais très bien que, vu par une partie de la gauche française, je suis devenu un social-libéral à tout crin, parce que je dis qu'il faut être productif et compétitif, mais en même temps, je pense que s'il n'y a pas d'autre système possible que l'économie de marché, donc que le capitalisme, je pense en même temps qu'il faut que le capitalisme soit régulé. Et je trouve qu'aujourd'hui, il ne l'est pas, et ce que j'ajouterais peut-être, c'est qu'il ne l'est pas à Wall Street, parce qu'il y a toute une idéologie à Wall Street qui est une idéologie de la non-régulation, mais que les fractures françaises font, d'une certaine manière, nos fractures idéologiques font que nous sommes aussi assez mauvais en termes de régulation du capitalisme français. Quand je vois l'un des candidats, j'ai oublié lequel d'ailleurs, dire il faut taxer les banques, les super profits des banques de 5 milliards d'euros, c'est complètement contraire à l'objectif de stabilisation du système financier. Donc c'est pas parce qu'il y a une non-régulation suffisante qu'il faut cogner sur les institutions. Les institutions, oui, elles font du lobbying, mais c'est la responsabilité du politique de fabriquer le cadre de régulation dans lequel elles doivent s'inscrire. Ah, on retrouve le banquier quand même. Oui. Dernière question. Oui, bonjour. Alors, Monsieur Perlevade, vous dites que votre inquiétude aujourd'hui, dans le bilan des banques, ce sont les dettes souveraines. Moi, je suis très surprise que vous ne parliez pas des produits dérivés qui constituent un vrai danger pour le bilan des banques. Et par contre, vous dites que le métier de la banque est extrêmement complexe, qu'on n'y comprend rien, etc.
Là aussi, je pense que vous ne faites pas référence à nouveau aux produits dérivés qui sont des produits extrêmement complexes auxquels aujourd'hui les banquiers effectivement ne comprennent plus rien et qui constituent un vrai danger pour les banques. Donc je suis très très surprise que ces points-là ne soient pas abordés. Le métier de la banque, il fut un temps, était tout à fait compréhensible et il ne l'est plus aujourd'hui. Tout à fait, pardon ? Il était tout à fait compréhensible et ici, la banque de détail était tout à fait compréhensible, elle ne l'est plus aujourd'hui. C'est la banque de marché qui devient... Mais la banque de marché, elle existe depuis... moi, j'ai pris mon premier poste de président de banque en 1983. La banque de marché existait déjà. Et donc, les produits dérivés, j'ai vu leur naissance, à peu près à cette époque-là. Les produits dérivés, c'est une invention des financiers de marché. La banque de détail, elle n'a pas tellement changé. Elle est toujours faite sur le même modèle. Donc, je crois avoir répondu à votre question. J'ai toujours dit que c'était incompréhensible. Ça a toujours été incompréhensible, cette partie-là, pour le commun des mortels. C'est inutilement complexe. Je suis pour la séparation. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, hein, pour vous montrer que je ne suis pas en accord avec ce qui se passe. Et le dernier point, c'est que la défense des banquiers aujourd'hui, mais moi je ne suis pas autorité de contrôle, donc je ne suis pas capable d'aller voir à l'intérieur. L'un des éléments positifs de la régulation, c'est que théoriquement aujourd'hui, c'est d'ailleurs la défense des banquiers qui prétendent vouloir rester banquiers de marché, ils disent nous ne faisons plus d'activité pour compte propre, nous sommes uniquement des transmetteurs d'ordre de nos clients. Et donc, ça, c'est difficile. À partir du moment où les produits financiers sont autorisés, c'est difficile de leur interdire d'être, sauf à séparer, sauf à imposer la séparation, ce qui est ma proposition. Mais, contrairement à ce que vous dites, je n'ai pas changé d'un iota là-dessus. J'ai gouverné des banques dans lesquelles il y avait une composante marché. Et j'ai jamais été très à l'aise avec cette partie-là de l'activité. Merci, il ne me reste plus qu'à remercier nos deux intervenants et les printemps de l'économie continuent.